Les mentors, c'est pas ce que tu crois, et j'en ai fait l'amère expérience. Dans cette vidéo, on va en parler, et je voudrais qu'on commence par imaginer quelque chose. Imagine que tu te réveilles un matin, et la personne que tu estimes le plus au monde vient de poster des messages pour te calomnier et te menacer physiquement sur les réseaux sociaux. C'est la personne que tu considères comme celle qui t'a tout apprise, comme un ami, comme peut-être une des personnes pour lesquelles tu as plus d'admiration, et tout à coup tu te réveilles et cette personne est devenue ton ennemi numéro 1. Bon, c'est exactement ce qui m'est arrivé il y a 3 ans, 4 ans maintenant, et ça m'a amené à beaucoup réfléchir sur la notion de mentor. Est-ce qu'on a vraiment besoin de mentor? À quel moment prendre un mentor? Et à quel moment sortir d'une relation entre un mentor et son élève? On va en parler aujourd'hui, et peut-être qu'aujourd'hui, tu as du mal à dépasser un plafond dans tes objectifs. Peut-être que tu te sens seul face à ça et que tu as l'impression que personne dans ton entourage ne peut vraiment t'aider, et tu as l'impression que d'autres y arrivent, mais tu n'as aucun lien avec eux et tu ne sais pas comment ils font concrètement. Donc ça, c'est une situation dans laquelle sont beaucoup de gens qui veulent atteindre un objectif, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le business, dans la santé, peu importe dans quel domaine. On se sent un petit peu seul et on a l'impression qu'il y en a qui y arrivent très bien, mais on se demande comment ils font, quels sont leurs secrets, qu'est-ce qui se passe dans leur tête, est-ce que c'est des êtres humains supérieurs ou des gens qui ont compris un grand secret qu'on n'a pas encore compris. Et souvent, le meilleur moyen finalement de rendre cet objectif abordable, c'est d'entrer en contact avec ces gens-là. Et c'est là que trouver un mentor, ça peut être extrêmement précieux. Alors juste avant de continuer, je le dis pas souvent, mais si t'aimes cette chaîne, pense à t'abonner et pense à laisser un pouce en l'air. Ça fait une petite animation rigolote en plus. Moi, ça m'encourage tout simplement. Je les vois quand je regarde ma chaîne YouTube. Ça m'encourage à continuer et ça aide les vidéos à se référencer. Donc, c'est positif pour tout le monde. Pense à le faire. Revenons sur les mentors. L'intérêt des mentors, c'est qu'ils peuvent te faire gagner beaucoup de temps. Ils peuvent aussi te transmettre leur expérience. Robert Greene a écrit un excellent bouquin qui s'appelle Atteindre l'excellence. Et dedans, il y a un chapitre entier sur les mentors. Et voilà ce qu'il dit. Quand on admire quelqu'un, on est plus susceptible d'absorber et d'imiter tout ce que fait cette personne. On l'observe avec une attention plus profonde. Un enfant n'apprend pas en lisant des bouquins. Un enfant apprend au contact de ses parents par l'imitation. On est des primates, c'est la forme d'apprentissage la plus efficace que l'on connaisse, c'est de trouver une source d'inspiration et de s'y accrocher. Et c'est beaucoup plus facile d'apprendre avec un mentor, avec quelqu'un qui l'a déjà fait, qui a l'expérience, qui a fait toutes les erreurs qu'on a faites avant et qui en a tiré une sagesse, plutôt que d'essayer d'apprendre tout seul dans son coin en autodidacte. Et puis quand on a un mentor, c'est un peu aussi comme une étoile polaire. Ça veut dire que parfois on a du mal à prendre des décisions, et on va se dire: que ferait mon mentor à ma place? Et souvent, c'est beaucoup plus facile de prendre des décisions en imaginant qu'on est quelqu'un d'autre plutôt qu'en imaginant qu'on est soi-même. Alors juste un mot sur les mentors physiques et les mentors virtuels. Le mieux, c'est d'avoir un mentor physique, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un que tu peux rencontrer en vrai ou par Zoom, qui va regarder ce que tu fais, qui peut te faire du feedback sur ce que tu fais. Mais avoir un mentor physique, c'est quand même un petit peu un luxe, notamment quand on débute et qu'on n'a rien pour se démarquer. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une relation de mentorat, c'est une relation réciproque. Le mentor, il trouve aussi quelque chose. Mais pour que le mentor trouve du plaisir et de l'envie de travailler avec toi, il faut que d'une certaine manière, tu te sois déjà un petit peu démarqué de la masse, que tu aies montré ton potentiel. Un mentor n'aura envie de travailler avec toi que s'il a l'impression qu'il peut faire quelque chose de toi. Et donc quand on débute, on n'a pas grand chose à prouver et c'est très difficile de trouver un bon mentor qui a envie de nous aider. Et c'est là que entrent en jeu les mentors virtuels. Un mentor virtuel, c'est simplement quelqu'un que tu vas suivre sur Internet. Et aujourd'hui, on a de la chance parce que des mentors virtuels, il y en a des milliers, il y en a qui sont extrêmement prolifiques, et donc on peut littéralement suivre la philosophie ou les méthodes d'une personne qui en partage beaucoup sur Internet. Moi, c'était le cas avec le mentor dont je t'ai parlé au début de cette vidéo. À la base, moi, j'étais personne, j'étais inconnu au bataillon, j'avais rien fait d'intéressant et donc j'avais aucune raison de le rencontrer. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à le suivre virtuellement. C'était quelqu'un qui postait beaucoup. J'ai acheté la plupart de ses formations, j'ai appliqué énormément de ses méthodes et quand j'ai commencé à avoir des résultats, je lui ai proposé de le rencontrer, il a accepté et c'est comme ça qu'il est passé du statut de mentor virtuel à mentor physique. Alors, autre chose qu'il faut comprendre sur les mentors, c'est qu'une relation avec un mentor est toujours hiérarchique. C'est pas une relation qui est équilibrée, sur laquelle on est sur un pied d'égalité, et ça nécessite, quand on veut avoir un mentor, de faire preuve d'humilité. C'est une relation qui est hiérarchique, mais c'est aussi une relation qui est réciproque, dans le sens où tu n'es pas le seul à tirer profit de cette relation, ton mentor aussi en tire quelque chose. Alors qu'est-ce que ça lui apporte? D'abord un lien affectif, il y a toujours une affection qui se crée entre un mentor et son élève, un peu comme un parent et son enfant, où on va le guider et ça va nous apporter un sentiment de reconnaissance. Le sentiment de contribuer, c'est toujours satisfaisant de voir qu'on peut apporter de la valeur et aider quelqu'un qui
qui va avoir des résultats visibles grâce à notre travail. Et puis comme il y a une différence d'expérience et parfois une différence d'âge entre un mentor et son élève, ça peut être aussi un moyen pour le mentor de retrouver un petit peu l'enthousiasme des débuts. Parfois on est un petit peu blasé au bout de quelques années, on perd un petit peu cette motivation et le fait d'accompagner quelqu'un qui se lance, qui est encore super enthousiaste à l'idée de découvrir tout ça, ça peut nous faire un petit peu rajeunir et nous donner la motivation qu'on avait un petit peu perdue. Comme on l'a dit, c'est une relation qui va dans les deux sens. Donc un mentor aussi évidemment apporte quelque chose à son élève. D'abord, il a un rôle de guide, pas seulement en donnant des conseils, mais aussi en incarnant ces conseils. Si moi j'ai un mentor aujourd'hui, je vais regarder ce qu'il fait et quelque part, ça va me servir de validation pour savoir si je vais dans la bonne direction. Le mentor, il a aussi une expérience à transmettre puisqu'il est passé il y a longtemps par là où on est en train de passer, il a fait les erreurs qu'on est en train de faire, donc il sait des choses qui peuvent nous faire gagner beaucoup de temps. Et puis enfin, c'est une source de motivation. Alors évidemment, ça demande à l'élève de faire preuve d'humilité et de se soumettre provisoirement à l'autorité du mentor. C'est pas forcément quelque chose qui est facile. C'est pas facile pour moi, par exemple, j'ai jamais été très à l'aise dans les systèmes hiérarchiques, jamais été très à l'aise avec l'autorité, et je sais que je suis pas le seul, mais il faut comprendre que cette soumission à l'autorité, elle n'est que provisoire. Ton but, c'est pas de devenir le larbin de ton mentor jusqu'à la fin de tes jours. Ton but, c'est d'utiliser ton mentor dans cette phase de ta vie pour progresser rapidement, pour prendre ton indépendance et pour devenir à ton tour un maître. Dans Atteindre l'excellence, je cite Robert Greene, ne craignez pas d'accepter une tâche subalterne, par exemple un poste de secrétaire. Ce que vous souhaitez est un contact personnel de quelque nature qu'il soit. Une fois que vous avez établi une relation, vous trouverez d'autres façons de vous rendre indispensable. Attachez-vous à voir le monde avec leurs yeux et demandez-vous ce dont ils ont le plus besoin. Donc se mettre au service de son mentor, parfois pour presque rien, voire complètement gratuitement, c'est intéressant. Ça va nous permettre de nous rapprocher de notre mentor et donc d'apprendre à son contact. Mais attention, cette situation, elle est provisoire. Ton but à terme, c'est de prendre ton indépendance une fois que tu auras assimilé la sagesse du mentor. Finalement, c'est un peu comme un enfant qui devient adulte. Il a absolument besoin de ses parents pour le protéger et pour le guider lorsqu'il est enfant. Mais lorsqu'il devient adulte, il a aussi besoin de s'émanciper de ses parents. C'est sain, c'est naturel. Et le rôle des parents à ce moment-là, dans l'éducation des enfants, est terminé. Et de la même manière que parfois, quand un enfant devient adulte, il passe par une phase un petit peu compliquée de l'adolescence et c'est une phase qui est mouvementée, c'est une phase de conflit. Il peut se passer la même chose entre un élève et son mentor. Ça se passe fréquemment dans le conflit et c'est normal. Pourquoi ça se passe dans le conflit? Parce que d'abord, il y a certains mentors parfois qui refusent que tu t'émancipes. Ils vont le prendre comme une attaque personnelle. Ils l'ont pas vu venir et ils préféraient que tu continues à vivre dans leur ombre ou dans leur sillage pendant encore des années. Parfois, ils peuvent avoir peur aussi que tu les dépasses, ils peuvent avoir peur de se sentir largués et à ce moment-là, ils vont percevoir la relation différemment, c'est-à-dire qu'ils vont oublier tout ce que eux ont tiré de cette relation, la satisfaction, la motivation qu'ils en ont tiré et ils vont avoir simplement l'impression que tu as profité d'eux, ils vont se sentir lésés et donc à ce moment-là, ça va créer du conflit. Si ça arrive, tu ne dois pas culpabiliser. Et tu dois surtout pas oublier que c'est sain, c'est normal dans une relation de mentor à élève que l'élève un jour prenne son indépendance. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce conflit, il peut être positif pour l'élève parce que parfois c'est difficile de se détacher de son mentor, de la même manière que parfois c'est difficile de quitter le nid douillet de ses parents pour prendre son indépendance. Et donc l'élève peut avoir besoin de nourrir de la colère contre son mentor afin de s'en détacher définitivement. Et moi, c'est vraiment ce qui s'est passé. J'étais sous une influence, j'étais totalement sous l'influence de mon mentor, je m'empêchais d'avancer parce que j'avais l'impression qu'il fallait à tout prix que je fasse comme lui, que je suive ses méthodes, etc. Et le gros conflit qui a eu lieu entre lui et moi, ça m'a permis justement de nourrir du ressentiment contre lui, ou en tout cas d'avoir de la méfiance, de vouloir le garder à distance, et donc de prendre mon indépendance, de trouver mon style et de me démarquer enfin. Donc à ce moment-là, c'est le moment pour l'élève de prendre son envol et de se démarquer de son mentor, de créer sa propre identité, un peu comme Jung qui a commencé à s'inspirer de Freud et puis qui ensuite s'en est détaché et a construit sa propre vision de la psychologie. Alors attention, dans certains cas, l'élève n'arrive jamais à se détacher de son mentor. Si le mentor est trop dominateur, l'élève peut consacrer sa vie à l'imiter au lieu de devenir lui-même un maître. C'est dans le bouquin aussi de Robert Greene et c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Les mentors, c'est toujours provisoire. Alors je vais revenir sur mon histoire. Pourquoi aujourd'hui je n'ai plus de mentor? C'est parce que, comme je te l'ai dit, je sors d'une expérience
qui a été très douloureuse, mais qui a aussi été très bénéfique. En gros, quand je me suis lancé sur Internet en 2012, j'ai découvert ce mentor qui était un mentor virtuel pour moi pendant des années, puis qui est devenu en 2016 un mentor physique que je voyais de plus en plus, avec qui je communiquais sur Internet, que j'ai même invité à mon mariage quelques années plus tard. Et c'était quelqu'un qui m'inspirait énormément. J'achetais ses formations, je suivais ses méthodes, je les appliquais, j'en enseignais aussi une partie à mes élèves. Et même si beaucoup me reprochaient de trop m'inspirer de lui, je pense que je lui ai aussi apporté beaucoup de valeur puisque je l'ai diffusé au plus grand nombre, je le citais tout le temps, j'ai fait des tas d'interviews de lui et j'ai jamais cherché à l'éclipser. Mais un jour, ce mentor qui considérait que je m'inspirais trop de lui s'est carrément mis dans la tête que je le plagiais, ce qui était faux, ça aurait été absurde, on avait plein d'élèves en commun. Et donc il a commencé à m'envoyer des attaques et à me calomnier sur Internet. Et ce jour-là, j'ai décidé de couper complètement les ponts. D'un côté, en arrêtant totalement de suivre ses contenus, ce qui n'était pas facile parce que j'étais biberonné à ses contenus depuis des années, mais aussi en coupant tout contact avec lui parce qu'il commençait sérieusement à me faire du mal. Donc il m'a fallu à peu près 1 an pour surmonter ça. Pendant 1 an, j'étais un petit peu perdu, je savais pas trop dans quelle direction aller, j'avais toujours l'habitude finalement d'attendre en fait d'être validé par mon mentor avant de me lancer dans une direction et d'un coup il n'y avait plus personne pour me valider. Donc ça a été un moment un petit peu difficile, mais une fois cette année passée, j'ai pu commencer à construire mes propres méthodes, à me démarquer et à réellement prendre mon indépendance. Et alors qu'on me disait tout le temps, tu t'inspires trop d'un tel, ça ressemble trop à un tel, on a arrêté petit à petit de me le dire. Et de plus en plus, je me suis rendu compte que c'était moi qui inspirais les gens et que je voyais beaucoup de gens qui s'inspiraient directement de mon travail. Donc il y a peut-être plein de facteurs qui expliquent le conflit qu'il y a eu entre moi et mon mentor, mais quelque part, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit que si ce conflit était si violent, c'est peut-être que la relation avec ce mentor était justement très très forte et qu'il y avait besoin de ce niveau de violence pour réussir à la casser et pour me permettre de prendre mon indépendance. Donc je le prends en fait comme une bénédiction. Alors aujourd'hui, moi par rapport à ça, je me sens totalement apaisé, mais je ressens pas le besoin d'avoir un mentor tout de suite. Ça fait plusieurs années que je fonctionne sans mentor, que ça marche pour moi et j'ai plusieurs fois été déçu par des mentors, j'ai eu plusieurs mauvaises expériences avec des mentors qui ont fait que j'arrête de mettre les gens sur un piédestal. C'est plus quelque chose que je fais spontanément. Et donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui m'inspire, j'essaie de me dire simplement, ok, il y a des choses qui sont positives que je vais essayer de prendre, mais surtout ne commence pas à considérer cette personne comme un demi-dieu et à penser que tout ce qui sort de sa bouche est parole d'évangile parce que tu vas forcément être déçu. Maintenant, j'exclus pas d'avoir à nouveau besoin d'un mentor à l'avenir. Robert Greene dit « De toute façon, vous aurez sans doute besoin de plusieurs mentors successifs comme des rochers vous permettant de traverser le gué de la vie. À chaque étape de votre existence, il vous faut trouver les professeurs qui vous conviennent, obtenir d'eux ce que vous voulez et vous en détacher sans remords. Tel est probablement le chemin que vos propres mentors ont eux-mêmes emprunté, car c'est comme cela que l'on fait. » Alors, pour résumer ce qu'on a dit, les mentors peuvent te faire gagner beaucoup de temps et t'aider à devenir un maître. C'est une relation qui est hiérarchique et qui demande de l'humilité à l'élève, parfois revenir un petit peu en arrière et se mettre dans une position de rendre des services à son mentor, même si c'est des services qui peuvent sembler ingrats. Ce qui est très important aussi, c'est d'en sortir lorsqu'on a le sentiment d'avoir terminé son apprentissage, lorsqu'on a le sentiment qu'on a arrêté de progresser avec ce mentor. Parfois, ça va se faire dans le conflit, mais il faut le faire sans regret, sans remords, parce que c'est la bonne chose à faire. Et enfin, on peut avoir plusieurs mentors à différents moments de sa vie. Il n'y a pas d'âge pour avoir un mentor. Et d'ailleurs, un mentor n'a pas forcément besoin d'être plus âgé que nous. Ça reste une relation qui est extrêmement bénéfique pour les deux parties. La plupart des grands maîtres ont eu des mentors. C'est pas pour rien. Si tu veux progresser, si tu veux devenir bon, si tu veux à ton tour devenir un grand, trouve des mentors. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as un mentor, si tu as eu des bonnes ou des mauvaises expériences avec des mentors. Ça m'intéresse et je pense que ça peut aider pas mal de gens. Et puis si cette vidéo t'a plu, j'ai créé une autre vidéo qui pourrait t'intéresser qui s'appelle « Comment se faire des amis quand on est adulte » et que tu peux regarder en cliquant ici. Moi je te dis à tout de suite, j'espère que cette vidéo t'a plu. Ciao.